Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Je suis avec mon ami, on passe les portiques du métro. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Et là, il y a une agent de la RATP qui arrive et qui nous demande nos passes Navigo. Je voyage toujours sans papier. Et là, du coup, elle m'explique en fait ma plante est donc trop grande, c'est considéré comme un encombrant et je vais devoir payer une amende. Je croyais qu'on y avait droit à ça, l'article 7 de je sais pas quoi. Et en fait, c'est pas 20 € ou 30 €, c'est 150 €. Et ben j'ai décidé de raconter mon histoire sur Twitter. La RATP m'a répondu et ils m'ont plus ou moins répondu que la loi c'était la loi. Mais on est en France ici. Et il y a des lois, figurez-vous. Oh non, mais c'est dingue cette histoire. Nous sommes en guerre. Guerre, et oui, à tous les étages. Et on va parler beaucoup du Proche-Orient aujourd'hui. Beaucoup du Proche-Orient, comme vous le savez, le président de la République Emmanuel Macron reçoit Ahmed El-Jarrah, plus connu sous le nom de El Joulani, qui est l'homme fort, qui est le président de la Syrie aujourd'hui, qui a appartenu au Front al-Nosra, qui a appartenu effectivement au mouvement pas à Daesh, mais très proche, et qui aujourd'hui a le pouvoir. Et il se passe beaucoup de choses en Syrie. De cause à effet, je ne sais pas, mais il y a actuellement des expéditions punitives sur les Druzes et sur les Alaouites, sans parler des chrétiens. Il se passe des choses assez graves pendant justement que Emmanuel Macron reçoit le président syrien. On va en parler avec Adnan Azam, un écrivain franco-syrien. Et nous allons aussi parler d'un drame terrible. C'est ce qui se passe avec les enfants placés. Alors il y en a qui sont bien placés, vous savez, les enfants de l'aide sociale à l'enfance, effectivement. Mais il y a aussi la face cachée, le fait pervers, terrifiant, ce sont les réseaux de prostitution. Et 3 conseils départementaux sont aujourd'hui accusés de ne pas faire leur travail. On va en parler longuement. Et puis, nous allons évidemment les pères, les huées et les bravos. Et puis, on va parler pas seulement de la Syrie, mais aussi du Liban. Du Liban qui... vous savez, on parle beaucoup de libanisation, de communautarisation, etc. Le Liban qui survit alors qu'il est en état de faillite. Et il est aujourd'hui en état de survie, mais peut-il survivre? Et vous savez que la France et le Liban... il y a des liens extrêmement forts, tissés depuis des siècles. On va en parler avec Fouad Hello, qui vient d'écrire un livre remarquable sur le Liban. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ce n'est pas moi qui dois être dans tous mes états, mais tout le monde, avec ce qui se passe avec un certain nombre de mineurs, vous savez, qui sont dans des familles défaillantes, avec énormément de problèmes, qu'elles soient de violence ou autres, ou de prédation, etc. Eh bien, on les place, et c'est l'aide sociale à l'enfance, qui est régie par les départements, qui doit s'en occuper, d'où peut et doit s'en occuper. Et malheureusement, il y a le revers de la médaille. Alors, on ne va pas dire que c'est la majorité, loin de là, mais il y a un problème terrifiant de victimes de réseaux de prostitution. Et il y a mercredi, des familles d'enfants placées dans de l'aide sociale à l'enfance ont engagé des recours contre 3 conseils départementaux, l'Essonne, les Yvelines et les Bouches-du-Rhône, puisqu'elles sont responsables de l'ASE, pour faute en responsabilité. 3 familles. Et puis, ils accusent donc les élus de manquement dans la protection de leurs enfants qui sont prostitués une fois placés dans des foyers. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même un problème terrible, majeur, et il y a un rapport extrêmement fort, un rapport tout à fait étonnant qui vient de sortir, on en parlera avec une députée et avec Maria de Almeida, qui est membre du comité vigilance des enfants placés. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Jacques Higelin, alerter les bébés, oui, alerter les bébés, alerter surtout les parents. Encore une fois, une fille est née
de mère de famille citée par France Info. À tout juste 13 ans, elle se retrouve embarquée dans un réseau de prostitution, séquestrée par des proxénètes dans un Airbnb à Toulon. Forcée à prendre de la cocaïne, dit sa mère, à faire des passes. Une éducatrice abonde. À Marseille, il n'y a pas un foyer. Alors c'est l'éducatrice qui le dit, il faut vérifier, mais... À Marseille, dit-elle, il n'y a pas un foyer où j'ai mis les pieds où il n'y a pas de prostitution. Elle évoque un système bien rodé avec des gamines qui, à partir de 22h, se préparent et des voitures qui défilent. Combien sont-ils? Combien? 15 000, 20 000 mineurs qui seraient victimes de prostitution? Et donc, il y a un rapport qui a été commandé, effectivement, en une commission d'enquête parlementaire, un rapport demandé à l'Assemblée nationale. Ce rapport accablant vient de sortir. Bonjour Maria de Almeida. Bonjour André. Bonjour Maria. Alors vous êtes au courant, vous avez pris connaissance, je suppose, de ce rapport qui vient de sortir, demandé par l'Assemblée nationale? Alors, moi, dans un premier temps, je voudrais juste rectifier quelque chose. Je ne fais plus partie du comité de vigilance des enfants placés. D'accord. Je participe en mon nom, en tant qu'experte. J'ai été nommée en tant qu'experte dans ce rapport. Donc, effectivement, je maîtrise et je connais très bien ce rapport. D'accord, très bien, merci Maria. Alors, justement, je voudrais peut-être que, avant que vous ne commentiez, il y a eu une députée à l'Assemblée nationale hier qui Marine Hamlet, qui a parlé justement de ce rapport et qui a réagi. Et voici, écoutez, une partie de ce qu'elle a dit, qui est quand même très très parlant, comme on dit. Un problème de moyens? Pas vraiment. Près de 11 milliards sont consacrés à cette politique. Chaque enfant placé coûte près de 40 000 € par an. Un vrai marché pour un certain nombre d'intervenants. La misère, il y en a qui en meurent et il y en a qui en vivent. Alors, comment s'étonner du résultat de cette politique? 25% des SDF sont issus de l'ASE. 70% des enfants de l'ASE sortent du système éducatif sans diplôme, sans formation. Au regard de ce rapport parlementaire accablant, il est indispensable et urgent de refonder intégralement la politique de protection de l'enfance. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, Maria de Almeida? Je rappelle juste pour nos éditeurs, vous les connaissez, vous les chiffres, mais je rappelle justement que le nombre de jeunes, en général, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, s'élève à, c'est les chiffres du 31 décembre 2022. 344 000 mineurs et jeunes majeurs sur la France entière. Les départements, en 2022 toujours, ont consacré près de 10 milliards d'euros à la protection de l'enfance, et il y a justement ce problème de la prostitution, sachant, et là j'ai trouvé absolument incroyable, c'est que les foyers aujourd'hui ne sont contrôlés que tous les 5 ans, une fois tous les 5 ans, par les départements qui ont cette responsabilité. Alors, de quoi s'agit-il? Dites-nous, Maria de Almeida. Alors moi, je suis totalement d'accord avec les mots de cette députée. C'est ce que je dénonce en fait depuis des années. Effectivement, l'ASE en fait est devenue à la mode ces derniers temps. On voit bien que c'est un sujet à la mode qui plaît beaucoup à tout le monde, alors que les défaillances au sein de l'ASE existent depuis des années. Il y a 30 ans, moi j'ai connu ça au sein du foyer Michelin à Clermont-Ferrand. Des gamines qui se prostituaient déjà. Je veux dire, des enfants qui étaient laissés à l'abandon. Des gamines mineures, des gamines de quel âge? Des gamines de 13, 14, 15 ans qui allaient se prostituer place des Buges à Clermont-Ferrand il y a 30 ans. Il y avait un foyer qui s'appelait le foyer Michelin, c'était un foyer d'urgence. Il a été détruit et maintenant il y a une belle résidence. Donc ce problème-là ne date pas d'aujourd'hui. Moi, quand j'entends toutes ces associations, tous ces politiciens secouer les bras en disant c'est un scandale, même des soi-disant militants et même des anciens enfants placés qui profitent du buzz pour se faire un nom ou une place médiatique, voire même politique, moi ça me fait doucement rire. Et alors, vous dites que donc ça existe depuis au moins 30 ans et que jusqu'ici rien n'a été fait ou pas grand-chose a été fait dans une situation quand même assez terrifiante. Des mineurs justement placés dans telle ou telle famille d'accueil par l'aide sociale à l'enfance et bien qu'on retrouve prostitués à 12-13 ans en train de faire des passes. C'est-à-dire, à votre avis, enfin vous avez suivi ça et vous avez été une des actrices au bon sens du terme de cela. Rien n'a été fait, rien ne se fait. Pourquoi?
Mais rien ne se fait, mais parce que c'est un système qui est complètement opaque. Comme vous dites, il n'y a même pas de contrôle. Un contrôle tous les 5 ans. C'est pour ça que moi, je demande depuis des années une autorité administrative indépendante pour qu'il y ait des vrais contrôles et que ces personnes qui vont contrôler les foyers, déjà, je souhaiterais qu'il y ait une autorité administrative indépendante au sein de tous les départements. Premièrement, si on fait des choses, on les fait correctement, hein, pas à moitié comme on sait si bien faire en France. Et on a des contrôles réguliers et sans prévenir. On y va à la volée, parce que quand vous faites des contrôles et vous prévenez, vous comprenez bien que tout est beau, tout est rose. Donc il n'y a pas assez de contrôle. Les personnels, il n'y a pas assez de personnel. Les personnels qui bossent, la majorité ne sont pas formés, ne sont pas diplômés. Il faut parler aussi des placements injustifiés. Il faut savoir qu'il y a des gamins qui sont placés, qui n'auraient pas forcément besoin d'être placés, où la famille aurait seulement besoin, en fait, d'un soutien temporaire ou peut-être un peu plus long, mais ce ne sont pas forcément des enfants qui subissent des violences physiques ou morales. Ce sont des parents qui sont un peu limités, qui sont un peu défaillants ou qui à un moment donné, comme tout à chacun dans la vie, on peut avoir des moments. Et vous dites que ces enfants ne méritent pas le placement, enfin n'ont pas besoin d'être placés. Non. Il y a dans certains cas, effectivement, je pense qu'un placement n'est pas justifié. Mais dans d'autres cas, c'est nécessaire aussi, Maria. Alors dans d'autres cas, alors dans d'autres cas, c'est nécessaire et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on voit bien qu'il y a des enfants qui ont besoin d'être placés parce qu'il y a des demandes des juges de placement d'urgence parce que l'enfant est réellement en danger au sein de son foyer et ces enfants-là ne sont pas placés par faute de place. Et de l'autre côté, parfois, il y a des enfants qui sont placés, qui pourraient rester dans leur milieu familial et qui auraient juste besoin, en fait, d'un suivi. Ouais, mais alors justement, c'est quand même étonnant. On a vu, alors on voit très très bien, là on dit, voilà, le rapport, on le lit, alors le ministère de la Justice reconnaît une situation critique évoquant une défaillance. Gérald Darmanin, donc l'actuel ministre de la Justice, a reconnu, selon ses propres mots, une défaillance de la puissance publique dans sa mission de protection d'une situation critique. Et il a envoyé, je vous le dis, Maria d'Almeida, donc lundi 28 avril dernier, il a envoyé une circulaire afin de renforcer les contrôles dans les plus de 2100 foyers de l'aide sociale à l'enfance. Il exhorte les préfets, c'est toujours le garde des Sceaux, à effectuer d'ici la fin du mois de juin un recensement en lien avec les juges des enfants et les services de l'aide sociale à l'enfance de l'ensemble des structures existantes sur son ressort. Et il a fixé, je termine, un objectif de 35 visites par trimestre pour chaque juridiction. Évidemment, 35 visites par trimestre, c'est pas une visite tous les 5 ans. Qu'est-ce que alors, est-ce que ça va dans la bonne direction ou il y a encore des effets d'annonce et il faut attendre les actes? Non, alors là, je pense qu'effectivement, la circulaire de Monsieur Darmanin, moi je l'ai lu, je la plébiscite, ça va déjà dans le bon sens. Je veux dire, on a le ministre de la Justice qui a entendu et qui a compris qu'il y a un véritable problème et que ce problème-là aussi passe par le contrôle. Ouais. Donc ça, c'est déjà très bien. Après, qui demande et qui sollicite les juges, c'est une bonne chose aussi. Parce que ce sont ces juges, souvent, il y a le placement judiciaire, le placement administratif, mais ce sont les juges qui placent. Donc, il est important aussi que ces juges aussi voient et comprennent le terrain au-delà de leurs tribunaux. Mais effectivement, ça va dans le bon sens. Mais moi, j'aimerais que Monsieur Darmanin entende que l'importance de créer cette autorité administrative indépendante et j'espère qu'il l'entendra et qu'il prendra pleinement conscience de l'importance de mettre ça en place. Et effectivement, ça doit se passer au sein des départements et il doit aussi avoir l'action des préfets parce que ça concerne aussi les préfets qui doivent s'engager au sein de leur département dans la protection de l'enfance. Oui, vous voulez dire qu'en fait, il faut que toutes les administrations se mettent ensemble et une administration indépendante qui justement contrôle tout cela, quoi. Exactement. Exactement. Et ça doit être vital parce qu'il y a une question d'indépendance. Parce que on se rend bien compte que la protection de l'enfance, ça coûte un pognon monstre. Ouais. Voilà. Et moi, à l'heure actuelle, même moi, je me demande où va ce pognon. Où va ce pognon? Oui, on dit plusieurs milliards d'euros par an.
Exactement. Alors moi, quand j'entends il faut de l'argent, ok, il faut de l'argent. Mais l'argent miracle, ça n'existe pas. Et où va l'argent? Comment est dépensé cet argent? Où va l'argent? Oui, ce serait bien de faire un vrai audit de cela et de voir un peu comment ça circule. Exactement. Merci beaucoup, Maria de Almeida. Je rappelle que vous occupez depuis très longtemps de cela, et on sait, et avec quel dévouement et avec quelle efficacité. On reviendra parce que on va évidemment être très vigilant là-dessus, parce que cette prostitution des mineurs, c'est pas possible, et que ça passe par des organismes affiliés, même s'ils ne sont pas directement responsables. Il y a un vrai problème sur lequel on ne peut pas rester silencieux. On est d'accord. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Aujourd'hui même, à Paris, le président français Emmanuel Macron reçoit Ahmed El-Shara. Et Ahmed El-Shara, c'est le nouvel homme fort de Syrie actuellement. Et Ahmed El-Shara s'appelle aussi El-Joulani, Ahmed El-Joulani. Qui est ce El-Shara El-Joulani qui a renversé le régime de Bachar el-Assad en décembre dernier? Qu'est-ce qui se passe à l'heure où l'on signale quand même des exactions, voire des massacres du côté de la population druze ou alaouite ou même chrétienne? Qu'est-ce qui se passe? On essaye de calmer le jeu. De quoi cette Syrie est-elle le nom? On va en parler avec l'écrivain Adnan Azam. À tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Orient et l'Occident, et oui, ils sont nombreux entre Orient et Occident qui peuvent être franco-syriens, franco-libanais. On va aussi parler du Liban plus tard. Avec ce qui se passe alors, Ahmed El-Shara, donc le nouvel homme fort de Syrie, est reçu aujourd'hui, cet après-midi, par Emmanuel Macron à l'Élysée. Alors il y a eu beaucoup de réactions. Parce que depuis un mois, on sait qu'il se passe en Syrie beaucoup de choses et des choses qui ne sont pas très très claires, c'est le moins qu'on puisse dire. Adnan Azam, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain franco-syrien, vous partagez d'ailleurs entre la Syrie et la France. Et on voudrait d'abord savoir qui est Ahmed El-Shara, et vous m'avez dit hors antenne, il y a deux Ahmed El-Shara ou il y a deux Joulani, puisqu'il s'appelle aussi El-Joulani. Que voulez-vous dire par là? Cher André Berkov, je m'adresse d'abord à notre président de la République, à M. Emmanuel Macron. J'ai dit à M. Macron, quand le... Vous lui avez écrit une lettre, absolument. Quand je l'ai déposé hier en main propre à l'Élysée. Quand le stratégie de tactique, ou le tactique stratégique, reprend le dessus de l'idéologie géopolitique ou des valeurs de moraux, ça devient catastrophique. La fonction d'un président de la République, c'est pas de faire de la tactique. Un président de la République est trace la ligne d'une nation. J'arrive tout de suite, absolument. Or, aujourd'hui, 80%, 90% des Français ne comprennent absolument pas c'est pour ça que je vous pose la question. Pourquoi le président de la République reçoit un homme qui a passé 14 ans de sa vie en prison parce qu'il fait partie de ces djihadistes cooptés par les Américains pour faire la guerre aux pays arabes progressistes. Un jour en Irak, un jour en Tunisie, un jour en Égypte et aujourd'hui en Syrie. Mais alors il a été... Al-Joulani, c'est pas lui qui a pris le pouvoir en Syrie. Il y avait une quinzaine de groupes d'opposition à l'ancien régime de Bachar al-Assad. Le groupe d'Al-Joulani, c'était le plus petit, le moins visible. Mais ils étaient armés. Ils étaient prêts à tuer. Ils étaient prêts à faire n'importe quoi quand on le commande quelque chose. Mais alors, Adnan Azam, expliquez-vous, parce que vous avez dit qu'il a été en prison. Il a fait vraiment partie de groupes djihadistes? Absolument. Mais ça, il suffit de mettre son nom sur YouTube. Vous allez voir, il y a aujourd'hui au moins 10 millions vidéos qui circulent sur YouTube sur toute sa vie depuis qu'il a quitté la Syrie pour aller en Irak et après comment
le président de Al-Qaïda, le successeur de Osama Ben Laden, Al-Dawahri, l'Égyptien, lui a demandé d'aller faire le djihad en Syrie. Il n'est pas venu en Syrie pour... Il était Al-Qaïda ou Al-Nosra, en fait? Il était Al-Qaïda. Après, et Al-Nosra, c'est un enfant d'Al-Qaïda. D'accord. Vous savez, ce sont des petites branches. Oui, il y a des branches. Absolument. Donc lui, il était Al-Nosra. Après, il a créé le HTC, Hayat Tahrir Hacham. Donc, le mouvement de libération du Cham. Voilà, absolument. Le mouvement de libération de la Syrie. Donc, Al-Joulani, c'est comme ça, moi je l'appelle, parce qu'il n'a jamais déclaré son nom Al-Shara en dehors de quelques mois. Al-Joulani, c'est un élément djihadiste dans le main de son commanditaire, qui est aujourd'hui la Turquie. C'est le président turc Recep Tayyip Erdogan, avec l'argent de Qatar. En fait, aujourd'hui, ce qui fout le trouble en Syrie, c'est le Qatar et la Turquie. Depuis qu'il est venu en Syrie le 8 décembre 2024, donc ça fait 5 mois, tout de suite, je me suis rendu compte, moi en tant qu'homme de pensée politique et pas un homme politique, je me suis rendu compte qu'il y a 2 Joulani. Il y a le Joulani qui a coupé le barbe, qui s'est habillé en costume cravate, et puis il y a Al-Joulani avec l'habillement de guerrier. Al-Joulani à la télévision, il dit on voudrait apporter le bien à la Syrie, mais en même temps, elle envoie ses sbires pour tuer les Syriens. Est-ce que tu te rends compte? On met les pieds sur le cou d'un alaouite, on lui dit fais haou, 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 haou. Comme un chien, mais ça n'existait pas. Aboie comme un chien. Aboie comme un chien. Est-ce que tu peux te rendre compte, André, qu'aujourd'hui, on rentre dans une maison, on prend les femmes pour les ramener faire les actes sexuels pour les guerriers? Oui, esclaves sexuels. Il y a une centaine de femmes alaouites aujourd'hui. Depuis le 8 décembre jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 alaouites, entre morts, réellement morts, ou semi-morts, ou demi-morts, ou expulsés. Il y a plusieurs milliers d'alaouites qui sont encore en prison. Et ça continue aujourd'hui encore? Ça continue absolument aujourd'hui. Quand l'histoire des alaouites s'est calmée un petit peu, les gens de Al-Joulani, ils ont fabriqué un enregistrement audiovisuel, selon lequel, soi-disant, un chef religieux druze, il insulte le prophète Mohammed. Oui, on a insulté le Coran, etc. Il paraît que c'est un faux. Et 2 jours après, les gens de Joulani, ils étaient obligés de dire à la télévision que finalement, c'est faux, c'est pas vrai. Alors, mais après quoi? Le jour même, André, écoute-moi s'il te plaît, le jour même de l'enregistrement qu'elle était rendue publique, les djihadistes de Joulani sont foncés sur le banlieue est de Damas, sur la ville de Jaramana, qui est alaouite, qui est majoritaire. Qui est druze. Ah oui, druze. Et sur le banlieue sud de Damas, Sahnaya, ils ont foncé sur ces 2 villes druzes, calmes, paisibles, plein d'amour, plein de tendresse. Ils ont tué une 30aine de personnes à Jaramana et à Sahnaya. Ils ont amené des gens en prison. Ils ont blessé une 50aine de personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Personne ne peut ouvrir la bouche. Quand ils ont fini dans le banlieue de Damas, ils sont allés vers la région du sud de Druze, de Souaïda. Ils sont rentrés dans un village qui s'appelle Sawara. Sawara, c'est le premier village druze de côté de Damas. Toutes les maisons de cet village, et les gens qui m'écoutent, ils peuvent aller sur Internet, mettre le mot Sawara, S-W-A-R-A, ils vont se rendre compte, un village complètement en train de pleurer, un village triste. Les gens, ils ont soit tué, soit partir, soit fuir. Donc, comment tu veux à quel Joulani on va croire? Est-ce que c'est le Joulani vraiment qui parle gentiment avec son costume cravate, ou est-ce que le Joulani que tu es avec le sabre? Dernière chose que je veux dire. Aujourd'hui, des milliers de mosquées appellent à la djihad. Ça, on l'a... En Syrie? En Syrie, absolument. On ne l'a jamais entendu en Syrie avant. Pour eux, il faut tuer tout ce qui est alaouite, tout ce qui est druze, tout ce qui est ismaélite, tout ce qui est kurde, et même tout ce qui est sunnite modéré. Alors, si on fait la guerre à tous ces gens-là, qui reste en Syrie? Le groupe de Joulani ne représente absolument pas 10% des Syriens. Sauf qu'ils ont les armes et ils ont pu prendre le pouvoir. Absolument.
et ils ont les armes, et c'est la Turquie qui leur a donné le pouvoir. Quand ils sont arrivés à Damas, ils étaient sur de motards. C'est pas avec des motards qu'on va prendre un régime. La Turquie, avec l'argent de Qatar, ils ont payé de milliards pour acheter des grands généraux dans l'armée syrienne qui ont trahi leur armée, qu'ils ont donné le pouvoir à la Turquie, et la Turquie elle a donné les clés. Et justement, Adnan Azam, comment vous expliquez quand même, parce que ça a surpris tout le monde, que le régime de Bachar el-Assad, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on le déteste ou pas, c'est notre problème, que l'armée syrienne se soit évaporée, que ça soit effondré en 48 heures. C'est très simple pour moi. Pour moi, c'est simple, parce que je suis à l'intérieur de l'appareil. Bachar el-Assad, le dernier 4 ou 5 ans de son règne, il a été complètement absent. C'est sa femme qui gérait le pays, qui a transformé la Syrie comme un véritable vache à lait pour s'enrichir. Il est devenu milliardaire. Et puis, il a oublié l'armée. L'armée se sentait trahie, complètement abandonnée. Un général de l'armée syrienne gagne $30 par mois. $30 par mois, absolument. Ouais. Et donc, donc ils se sont pas battus. Complètement. Et voilà. Et l'œil d'Ankara, Erdogan, il a repéré tout ça par ses agents de renseignement. Ils ont dit c'est le moment ou jamais. Et le téléphone au prince de Qatar, qui est toujours en valise plein de milliards de dollars, prêt à intervenir dans n'importe quel pays dans le monde, même en France. Et ils ont donné. Le chiffre, il est horrible, le chiffre. Il est énorme, le chiffre qu'ils ont donné aux généraux. Ils ont acheté une centaine de généraux de l'armée syrienne, et ce qui fait que tout était absolument capote. Je laisse la responsabilité, évidemment, de vos propos. Absolument. Mais vous êtes sûr que c'est comme ça que ça s'est passé? Pour vous, ça s'est passé absolument, c'est comme ça que c'est passé. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui peut, aujourd'hui, arrêter, en tout cas, parce qu'on peut vous dire aussi, on peut vous dire, mais c'est bien que Emmanuel Macron reçoive El-Joulani ou Ahmed El-Shara, et il peut l'amener à vraiment à dire, attendez, attention, il faut arrêter tous ces gens qui tuent et qui massacrent. Il peut servir de modérateur. Monsieur Macron, il a toujours pris, je ne veux pas dire de gros mots, il a toujours pris ses rêves pour des réalités. Monsieur Macron, il a dit qu'il va pacifier le conflit de l'Ukraine avec la Russie dans 6 jours. Monsieur Macron, il a toujours voulu pacifier le problème avec l'Algérie en 24 heures. Monsieur Macron, en fait, il n'a pas beaucoup de choses à faire en France aujourd'hui. Elle essaye juste de faire la communication. La propagande politique et pas la communication de cœur. Et c'est ça qui, malheureusement... qui pose un problème. Absolument. Alors, je crois, Adnan Azam, vous dites, parce qu'il faut le dire aux auditeurs qui sont à Paris ou ailleurs, vous organisez, enfin vous et les personnes qui sont autour, vous organisez une manifestation dans 2 heures, je crois. À quelle heure exactement? Absolument. Et où? Avec mes amis kurdes, alaouites, chrétiens, musulmans sunnites et druzes, nous sommes tous à 14 heures, avec l'autorisation de la police, bien entendu, place de la République. J'aimerais tellement que nos amis français de souche, parce que si ces salafistes gagnent en Syrie, la Syrie, il est à 7 minutes par bateau de l'Europe. Quand vous prenez le bateau à l'attaquer, vous dirigez vers l'Europe. Au bout de 7 minutes, vous arrivez aux premières îles grecques. Donc 7 minutes de bateau, on est de l'Europe. Donc aujourd'hui, le combat, c'est pas le combat des Syriens. Aujourd'hui, ce combat, c'est pas le combat des nationalités. Et puis on sait ce qui s'est passé en Syrie au moment de Daesh et compagnie. Absolument. Ce combat-là, aujourd'hui, c'est un combat universel. C'est les idées de siècles de noir qui est en train de reprendre le dessus de siècles de lumière. C'est notre responsabilité à tous. Je ne veux pas trop parler parce que quand on parle beaucoup, après, on n'est pas écouté. Donc, conclusion, j'aimerais que tout le monde viendra tout à l'heure à 14h soutenir cette manif, cet acte de résistance face aux propagandes que M. El-Joulani est en train de mener avec M. Emmanuel Macron. En tout cas, ce qu'on espère surtout, et évidemment tous, c'est que les tueries s'arrêtent, que les massacres s'arrêtent, etc. Oui, vous sortez, la France accueille l'assassin idéologique Samuel Paty. Alors, à voir, bon, je vous laisse encore une fois la responsabilité de cela, Adnan Azam. Pas en notre nom, pas au nom des Syriens libres.
Mais comment faire, voilà, et puis on va voir comment effectivement la Syrie et d'ailleurs le Liban et tous ces pays deviennent enfin libres. C'est ça la question, ça va prendre beaucoup de temps. Mais la Syrie, un mot, la Syrie, elle n'est pas isolée dans une île, la Syrie fait partie de la communauté internationale. Aujourd'hui, je demande, pas seul, pas à mon nom à moi, tous les druzes, chrétiens, alaouites, ismaélites, kurdes demandent aujourd'hui l'intervention de la communauté internationale. Merci Adan Azam. Merci à toi. Écoutez, vous nous raconterez ce qui s'est passé pendant cette manifestation. Absolument. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qui ose prétendre que les députés et que la plupart de nos politiques ne sont pas 24 heures sur 24, corps et âme, attachés à refaire marcher la France, à refaire de la France ce grand pays que nous avons connu? Qui dit ça? Vous allez voir, il ne s'occupe que des choses essentielles, notamment Gabriel Attal sur Dreyfus. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Pas une drôle de tête, Gabriel Attal, il est sympathique, il est le chef des députés Renaissance, mais il a déposé vendredi dernier, une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour élever le capitaine Alfred Dreyfus de la fameuse historique affaire Dreyfus, je rappelle, né en 1859, mort en 1935, à titre posthume, donc bien sûr, au grade de général de brigade. Alors voilà, très bien, rendons tous les hommages qu'on veut à Dreyfus. Il y a eu des films magnifiques, dont celui de Roman Polanski, le J'accuse, le fameux J'accuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire de dire aujourd'hui, en 2025, on connaît toute l'histoire de l'affaire Dreyfus, terrifiant son accusation, l'escroquerie du procès, etc., le bagne et tout ça, et ça a été l'affaire, je dirais l'affaire de la fin du 19e siècle et le début du 20e. Eh bien voilà, alors il y a eu effectivement une tribune signée par d'honorables personnes, Pierre Moscovici, Frédéric Salabarou et le président de la maison Zola Muser-Dreyfus, très bien. Et il a appelé à ce que un ou plusieurs parlementaires et pourquoi pas la représentation nationale tout entière s'emparent maintenant de ce combat. Voilà. Donc Gabriel Attal estime que les 5 années de déportation et d'humiliation de Dreyfus sur l'île du Diable ont irrémédiablement, et c'est vrai, freiné sa carrière militaire. Il est incontestable que sans cette injustice, il aurait accédé énergiquement au plus haut grade. Très bien, on peut l'accepter. Mais dites-moi, la seule chose que vous trouvez à faire aujourd'hui, c'est d'élever à titre posthume le capitaine Dreyfus au rang de général? Mais ça va lui apporter quoi à Dreyfus? Ça va apporter quoi à la cause de Dreyfus qui est heureusement totalement entendue? Et je vais vous dire, en fait... Ça s'appelle de la com, de la pure, chimiquement pure, totalement déplumée, de la communication. Vous n'avez pas autre chose à faire? Vous n'avez pas autre chose à faire que de vous occuper de ça, d'élever un mort, et d'élever un mort à qui, heureusement et grâce à Zola, parce qu'il faut se rappeler, c'est grâce à Zola et J'accuse à qui il a été rendu justice, vous allez vous le faire autant de général. Mais c'est quoi ça? C'est à ça que vous pensez toute la journée? Vous n'avez pas autre chose à faire avec tous les problèmes qui se passent en France, avec l'insécurité, avec tout le reste, on va pas étayer? Ah oui. Eh ben écoutez, évidemment, c'est tellement plus facile de s'occuper des morts que de faire attention aux vivants. Et évidemment. Eh ben peut-être que, écoutez, faites ce que vous voulez, c'est très bien. Faites le général, faites le maréchal, il n'y a aucun problème. Mais je vais vous dire, occupez-vous de ce à quoi vous êtes payé et ce à quoi vous êtes consacré, chers politiciens. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
C'était avant, hein, c'était presque la guerre 14-8. Il y avait des poissonneurs dans le métro. Et oui, on savait, il y a les tickets, on poissonnait vos tickets. Là, c'est fini, ça. Hein. Maintenant, c'est la mobilité qui compte. Et c'était Serge Gainsbourg, bien sûr, dans le Poissonneur des Lilas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dimanche dernier, Salomé Ferraris, une journaliste BFM TV, eh bien, elle a reçu une amende de 150 €. Attendez, dans le métro, même pas dans les wagons, hein, dans les stations de métro. Voilà, c'est très simple, je vous raconte rapidement. Donc, elle se rend dans l'après-midi au magasin Plantes pour tous, une jardinerie à bas coût qui propose des plantes. Voilà, elle trouve son bonheur pour 70 € une Strelitzia appelée oiseau de paradis, une jolie plante qu'elle souhaite installer dans son salon. Donc, elle s'apprête à rejoindre l'arrêt Gambetta sur la ligne 3 depuis la station République avec son ami. Elle croise une agence de la RATP qui lui demande de présenter ses papiers et son passe Navigo. Et évidemment, elle avait sa plante en main. Et à ce moment-là, il dit, elle était dans le couloir, même pas sur le quai ni dans le métro. Et elle demande pourquoi on la contrôle. Et lui dit, voilà, vous n'avez pas le droit, effectivement, de passer dans le métro avec une plante, donc je vous fais un PV. Oui. Alors, l'autre, la journaliste Salomé, elle laisse faire, pourquoi pas. Et elle pense que c'est une amende de 20 à 30 €. Ah, pas du tout, c'est 150 €. Vous voyez, c'est beaucoup plus cher qu'uriner dans les couloirs du métro, c'est faire un acte de violence, c'est mettre ses pieds sur les sièges, etc. Non. Là, elle avait une plante qu'elle pouvait peut-être prendre. Il y a des tas de gens qui ont des valises énormes, qu'elles prennent dans le métro, non. Voilà, donc elle s'est acquittée effectivement de l'amende. Et c'est ça que je trouve magnifique, voilà. Dans le métro, il y a un certain nombre de gens qui chapardent, un certain nombre de gens qui volent, c'est très bien, et on s'en occupe, et la police s'en occupe. Mais là, qu'une agence de la RATP dresse une amende, donne de 150 € à quelqu'un qui transporte des plantes, évidemment, des plantes, c'est une arme létale. C'est pire qu'une Kalachnikov, bien sûr. Non, franchement, il faut arrêter toutes ces choses-là, vous savez, que je vous énumère comme ça. Quelquefois, on se dit, on a envie d'en rire, de peur d'être obligé d'en pleurer, mais c'est quand même pathétique, c'est pathétique, c'est tout ce qu'on a trouvé pour ramasser de l'argent. Évidemment, on a 3 000 milliards de dettes, mais ça va être compensé parce que l'État a soutiré 150 € à Salomé, la journaliste de BFM TV. C'est pas magnifique, ça, on vit une époque formidable. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Terman, effectivement, disait Léo Ferré, le merveilleux Léo Ferré, poète, vos papiers. Oui, mais quand on pue de Waterman et tant qu'on écrit, ça va plus du tout. Là, ça vient d'arriver. La justice algérienne a lancé des mandats d'arrêt internationaux, 2 mandats d'arrêt internationaux contre l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud. Je rappelle, prix Goncourt 2024. D'ailleurs, c'est une première pour le prix Goncourt. Il n'y avait jamais eu un prix Goncourt qui était victime de mandats d'arrêt internationaux. Vous voyez ? Donc, en mars dernier, Interpol Algérie a émis un mandat d'arrêt à notre écrivain, et puis il y en a eu un second. Alors on ne sait pas pourquoi on ne sait pas, on va voir, mais voilà, c'est la première fois, effectivement, je vous disais, que ça se passe, et puis c'est intéressant le commentaire de Kamel Daoud. Il disait, pendant la guerre civile des années 90, on assassinait des écrivains en Algérie. Aujourd'hui, on les met en prison et on lance des mandats d'arrêt contre eux. Voilà. Et Kamel Daoud, donc on l'espère, je pense que certaines autorités espèrent qu'il rejoigne Boualem Sansal, qui, comme vous le savez, déjà depuis 4 mois, bientôt 5 mois, est emprisonné en Algérie, arbitrairement arrêté. Ça fait très exactement 171 jours. Voilà. Alors, il y a eu, je vous dis ça pour l'anecdote, il y a eu, heureusement, l'Assemblée nationale a voté à une très grosse majorité une proposition de résolution appelant à la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal. Voilà. Eh bien, effectivement, une très large majorité ils ont rencontré, et il y a eu 28 voix contre. Qui étaient 28 voix contre ? Eh bien, comme par hasard, la France insoumise. La France insoumise a voté contre la libération immédiate de Boualem Sansal. Quelle démocratie, quel démocrate magnifique, quel amoureux de la liberté. Hein. C'est France insoumise ou France soumise ? Vraiment, dites-nous un peu, qu'on sache un peu, parce que là, au moment où les mots changent de sens et les sens de mots,
On voudrait savoir effectivement où vous crêchez, où vous appartenez, à quoi vous appartenez. Ne pas demander la libération, être contre une résolution demandant la libération immédiate d'un écrivain. C'est quoi ça, dites-moi? C'est intéressant. Vous vous appelez de gauche, vous êtes de gauche, vous êtes de gauche, vous êtes plutôt sinistre, comme on dit en latin. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Cette semaine, écoutez Sud Radio tous les jours entre 7h et 8h pour tenter de remporter votre bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 € pour vos prochaines vacances dans les clubs et hôtels Bellambra, en famille ou entre amis. Choisissez parmi 45 clubs et hôtels situés dans les plus beaux endroits de France. En club, vous profiterez d'équipes aux petits soins, des clubs enfants de 4 mois à 17 ans, des repas où vous n'aurez qu'à mettre les pieds sous la table et des animations pour tous. Bonnes vacances avec Sud Radio, parlons vrai. On peut penser que pour partir en famille avec une voiture neuve, on doit attendre des mois et des mois. Ou on peut choisir Dacia Jogger, le véhicule familial au look SUV, disponible dès maintenant au meilleur prix pour profiter des vacances d'été. En version 5 ou 7 places, avec motorisation hybride ou GPL, bénéficiez d'offres très avantageuses jusqu'au 31 mai sur une sélection de joggers disponibles immédiatement dans le réseau Dacia. Offre à particulier jusqu'au 31 mai 2025 dans la limite des stocks disponibles dans le réseau Dacia participant. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Sud Radio Libourne 106. Sud Radio. Vous faites bouger les lignes, vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir, vous êtes sensible à la richesse de nos territoires. Retrouvez chaque mois chez votre marchand de presse le magazine optimiste Éco-Réseau Business. Au menu, des conseils pratiques, des solutions, des portraits d'entrepreneurs inspirants, des entreprises qui font l'actualité et bousculent les codes. Pour 5 € seulement, osez Éco-Réseau Business, le magazine de tous les entrepreneurs. Éco-Réseau Business, pour entreprendre, innover et positiver. Sud Radio, une chaîne, une communauté. Sud Radio, parlons vrai comme vous ne l'avez jamais vu sur YouTube. Les voix que vous aimez, les visages qui les incarnent et des contenus qui vont plus loin. En vidéo, Sud Radio, parlons vrai, au cœur du débat, c'est encore plus fort. Rejoignez-nous sur YouTube, maintenant. On vous écoute, mademoiselle. Merci, monsieur Géniaud. En ce moment, chez Rénoval, 150 € offerts tous les 1 000 € d'achat. Ma véranda, c'est Rénoval. Point final. Conditions sur rénoval.com. Uniquement chez Poltron Sofa, vous pouvez choisir parmi 937 canapés. 229 classiques, 210 transformables en vrai lit et 203 avec mouvement relax. Il y en a tellement que vous êtes sûr de trouver le vôtre. Aujourd'hui, vous pouvez profiter de 40% de remise sur une sélection de canapés. Poltron Sofa, 30 anni di qualità. Et voilà, 30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin. Chez Maxiso, gâtez vos animaux avec nos super promos. Jusqu'au 11 mai dans nos magasins Maxiso. Le sac de croquettes Hills Perfect Weight 12 kg pour chien est à 52,69 € au lieu de 61,99 €. 9,30 € de réduction et un prix au kilo de 4,39 €. Ça donne les crocs. Et ce n'est pas tout. Chez Maxiso, plus de 500 produits sont et restent à prix bas. Retrouvez-les en magasin et sur maxizoo.fr. Maxiso, tout pour vos animaux. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos artichauts ont tout d'un très bon artichaut. Chaud ou en salade, ils sont parfois l'occasion d'une déclaration du genre « J'adore les cœurs d'artichaut, j'en suis un moi-même, vous savez, oui, je vous aime ». Oui, vraiment, nos artichauts ont tout d'un très bon artichaut, mais à prix discount. 75 centimes la pièce au lieu de 1,15 €. Oui, 75 centimes. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, origine Italie, soit 34% de remise immédiate, offre valable jusqu'au samedi 10 mai, info sur aldi.fr. Sud Radio, il est 13h. Parlons vrai. Les informations avec Baptiste Berthelin, bonjour. Bonjour à tous. Journée historique au Vatican, le conclave débute cet après-midi pour désigner le successeur du pape François. 133 cardinaux ont assisté à une messe ce matin à la basilique Saint-Pierre. Une nouvelle prière est prévue ensuite à la chapelle Pauline avant que les cardinaux prennent la direction de la chapelle Sixtine pour le début du conclave à 16h30. On ne sait pas combien de temps il faudra attendre pour connaître le nouveau souverain pontife, même si certains prédisent un conclave assez court. Une honte, les mots de Donald Trump après les frappes entre l'Inde et le Pakistan ces dernières heures à la frontière contestée au Cachemire. Bilan, une trentaine de morts et des dizaines de blessés. Le président américain dit espérer que l'escalade entre les deux pays se terminera rapidement. De son côté, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a appelé ce matin à la retenue.
Emmanuel Macron déjeune avec le nouveau chancelier allemand ce midi. Friedrich Merz est en France aujourd'hui pour son premier déplacement à l'étranger après avoir été élu dans la douleur hier. Le président français doit ensuite accueillir en fin d'après-midi le président syrien par intérim Ahmad al-Charé. Ce sera son premier déplacement en Europe depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. La colère remonte d'un cran chez les salariés d'Arkema en Isère. Tous les ateliers de Jarry sont à l'arrêt depuis hier soir suite à une première réunion à Paris entre la direction et les organisations syndicales autour de mesures d'accompagnement pour les salariés. Une assemblée générale est prévue à 14h alors qu'un peu plus de 150 postes sont menacés en Isère. Journée compliquée encore sur les rails. La grève se poursuit à la SNCF. Des perturbations principalement sur les trains régionaux aujourd'hui. 9 TGV sur 10 devraient circuler pour ce nouveau long week-end, a promis le directeur de TGV Intercité. Et puis du foot pour finir avec le Paris Saint-Germain qui veut retrouver l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions ce soir. Les Parisiens accueillent Arsenal pour la demi-finale retour après leur victoire 1-0 la semaine dernière sur la pelouse des Anglais. Coup d'envoi de ce choc à 21h au Parc des Princes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bel après-midi à tous à notre écoute. Merci Baptiste Berthelin. La météo Sud Radio. Avec Rémi André, rebonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le temps reste encore un petit peu instable sur la moitié sud et notamment sur le relief avec quelques averses encore possibles dans l'après-midi sur les Pyrénées. Averses plus probables en effet sur le relief des Alpes où là on a de la neige au-dessus de 1000 mètres d'altitude ainsi que sur la Corse où là aussi nous aurons des averses orageuses. Sur le reste du pays, le ciel est partagé entre nuages et éclaircies avec un temps plus sec qu'hier et des températures qui reprennent localement 1 ou 2 degrés de plus qu'hier mais c'est à peu près stable, pas plus de 17 à 18 degrés entre Paris et Strasbourg, 17 à 20 degrés entre Toulouse et Bordeaux et toujours 20 à 22 degrés vers la Méditerranée. Demain, eh bien, nous aurons un temps un petit peu plus instable sur la partie nord-est du pays, depuis le nord-est jusque vers le centre, le massif central. Les averses seront un petit peu plus nombreuses. Le temps donc sera un peu moins beau demain avec des températures toujours assez stables aux alentours de 14 à 20 degrés. Ensuite, eh bien, vendredi et samedi, nous aurons droit à un temps beaucoup plus ensoleillé sur la moitié nord. Au sud, on gardera encore l'instabilité. Et puis dimanche, cette instabilité va se généraliser à quasiment toute la moitié ouest avec des averses et des orages. Merci Rémi André. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nous allons parler d'un pays que l'on considérait comme la Suisse de Moyen-Orient, où coulait le lait et le miel, un des pays les plus joyeux de vivre. C'est plus difficile aujourd'hui, mais auparavant, écoutez ceci. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Une des chansons les plus populaires du Liban, c'est une des plus grandes chanteuses libanaises et arabes d'ailleurs, enfin Fayrouz, qui chantait venez, visitez-moi, je vous accueillerai, Zoulouni, merveilleuse chanson. Et aujourd'hui, on va parler, on a parlé un peu plus tôt de ce qui se passe en Syrie avec la visite du nouvel homme fort de la Syrie à l'Élysée, reçu par Emmanuel Macron. Et là, on va parler d'un pays encore plus proche, mais très proche de nous, je rappelle, le Liban. Le Liban, vous le savez très 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 bien, il y a avec la France depuis des siècles des relations très très fortes. On va pas refaire toute l'histoire, mais il y a quelqu'un qui a refait l'histoire, en tout cas des 2 derniers siècles. Un livre tout à fait passionnant pour ceux qui s'intéressent, et Dieu sait si ça nous intéresse, ça nous concerne, les problèmes du Proche-Orient. Fouad Rory Hello, Liban, état de survie, aux éditions Max Milo, ça vient de paraître. Bonjour Fouad. Bonjour André, merci de m'accueillir. Et justement, c'est très intéressant parce que vous faites une espèce d'histoire, vraiment d'histoire très très fouillée de ces 2 derniers siècles, de l'Empire ottoman, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la section du nouveau président de la République libanaise, Joseph Aoun, il y a quelques mois, et avec tout ce qui se passe autour, et vous montrez très très bien
comment le Liban, ça a été très très souvent la guerre des autres, avec que ce soit l'Iran, que ce soit la Syrie, que ce soit Israël, que ce soit l'Égypte, enfin tout le monde, et alors beaucoup plus loin les Américains, les Anglais, les Français, ne parlons pas de la Turquie et autres, vous voyez, l'Empire ottoman retrouve ses droits, et ça a été un pays qui a tenu avec beaucoup de vicissitudes, beaucoup d'efforts, que l'on proclamait perdu, terminé, vrayé de la carte, et qui est toujours, et heureusement d'ailleurs, toujours là. En fait, quand vous intitulez votre livre, Fouad Reynaud, Liban, état de survie, en fait, est-ce qu'il est, soyons clairs, est-ce qu'il est en état de soins palliatifs? Est-ce qu'il est en état où on va lui administrer les derniers sacrements? Ou au contraire, l'espoir est là? Je dirais qu'il résiste toujours, malgré la difficulté de son vécu. Et l'idée du livre, c'est un peu de prendre par la main le lecteur, de ce Liban compliqué, cet Orient qui a l'air compliqué, l'expliquer de manière simple, sans être simpliste, et dire de quoi il s'agit, pourquoi on a cette répétition, pourquoi sans cesse on a des crises qui se succèdent au Liban et plus généralement au Proche-Orient d'ailleurs, mais on pourrait élargir le raisonnement. Et pourquoi 2 siècles? Parce que ça fait 2 siècles que c'est le même schéma qui se reproduit tous les 25-30 ans. On a une crise, on casse tout et on recommence. Ouais. Alors c'est quoi le schéma? Il est pas très compliqué. Il y a des divisions internes au Liban, il y a des communautés différentes. Les communautés religieuses du Liban sont des identités politiques. C'est ça qu'il faut comprendre. On peut être chrétien ou musulman, pas très croyant, mais on est très accroché à cette identité-là. Donc voilà. Et ça, rappelons d'ailleurs, je dis ça pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est une spécificité absolue, c'est que au Liban, le président est chrétien maronite, ça. Le Premier ministre est musulman sunnite, absolument, et le président de l'Assemblée nationale est musulman chiite. C'est assez compliqué comme ça. Oui, c'est déjà pas mal. Non, mais c'est parce que c'est une tradition presque démocratique, enfin entre guillemets, quoi. Absolument. Et la chose qui est assez... qu'il faut noter, c'est que malgré toutes les crises, le Liban, c'est le seul pays de la région qui a jamais connu la dictature. Parce que il y a cette multiplicité d'identités, de tous les pays arabes, quasiment, c'est le seul pays, tous les pays du Moyen-Orient arabe, c'est le seul pays qui n'a pas connu un Saddam Hussein ou un Hafez al-Assad, ou voilà. Donc, alors, vous avez cette multiplicité interne, donc vous avez des divisions internes, des rivalités, et puis vous ajoutez à ça les appétits extérieurs. Alors, c'est... sur 200 ans, vous avez tantôt la Turquie, tantôt la France, tantôt les Anglais, les Américains, les Iraniens, les Syriens et j'en passe, qui, l'un après l'autre, essayent d'influencer le jeu interne, chacun à son tour. Et pourquoi ça commence il y a 200 ans? Parce qu'il y a 200 ans, en gros, l'Empire turc, au début du 19e siècle, il commence à s'affaiblir. Alors ça met 100 ans, jusqu'à la Première Guerre mondiale, pour que l'Empire ottoman, turc, s'effondre totalement. Mais le Liban, il entre en crise dès le 19e siècle, en fait. Et le schéma, c'est exactement le même qu'aujourd'hui. C'est le même raisonnement, si vous voulez, qui se répercute. Et donc, le livre raconte ça d'une manière, encore une fois, qui prend la main du lecteur, même pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Le but, c'est de vous présenter ce panorama. Et après, alors, il y a cette répétition qui nous mène à nous dire, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et c'est un peu la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Mais est-ce que, alors justement, pour bien éclaircir ça, Fouad Reynaud, est-ce que le Liban, parce que beaucoup de gens pensent que le Liban, et c'est peut-être une part de vérité, a été créé, je rappelle que c'est en 1926, la République libanaise. Donc ça fait 1 siècle, l'année prochaine, ça fera 1 siècle. Absolument. Donc ce n'est pas rien. Est-ce que, au fond, ça a été créé, et là je remonte à avant, pour protéger ou pour réunir les chrétiens du Levant, ou ce n'est pas du tout ça? Il faudrait rappeler, pourquoi le Liban? Pourquoi cette création? Je dirais que Alors vous allez me dire, il y a les Phéniciens, etc. Mais la raison, le prétexte, on peut appeler ça comme on veut, de l'existence du Liban, c'est effectivement les chrétiens du Liban. On va dire. À la base, c'est parce qu'il y avait des chrétiens au Liban qui étaient très proches de la France depuis des siècles déjà,
que quand la France est devenue mandataire en Syrie et au Liban, elle a tracé ses frontières et elle a créé le Liban. Et il faut le souligner que les frontières du Liban de la République libanaise de 1926, du Grand Liban de 1920, ce sont les mêmes frontières qui ont été tracées par l'armée française en 1860 déjà. L'armée française était intervenue au Liban. Dans ces frontières-là. C'était à peu près la même chose. Après, l'existence du Liban, elle le doit majoritairement, du Liban moderne, elle le doit majoritairement à la présence de cette communauté chrétienne, à côté d'autres communautés aussi, elles aussi étaient plus ou moins proches de la France. Est-ce qu'elle était majoritaire à l'époque? Est-ce que la communauté chrétienne était majoritaire, ou du moins elle était pratiquement la moitié de la population, ou pas? Alors, non, déjà, dès 1926, les chrétiens font seulement la moitié du pays. Et ce qui est assez étonnant, ça a donné lieu à tout un débat et qui a encore cours aujourd'hui au Liban, c'est que avant la création de ce grand Liban dans ces frontières-là, il existait un petit Liban qui était ce qu'on appelait la montagne libanaise, qui historiquement est beaucoup plus ancienne, la montagne druso-libanaise en fait, donc qui réunissait les chrétiens et les Druzes dont on parle beaucoup aujourd'hui parce qu'en Syrie on en parle beaucoup avec ce qui s'y passe. Bien sûr. Et donc, c'était deux communautés qui sont un peu à l'origine du Liban historique. Et ce mont Liban était beaucoup plus petit. Et dans ce mont Liban, l'émirat, la principauté libanaise historique, les chrétiens faisaient 80%. Ah oui, dans ce petit Liban, de la montagne. Exactement. Ça, Qui comprenait Beyrouth déjà? Non, qui s'arrêtait juste aux portes de Beyrouth. D'accord. Justement, Beyrouth qui dépendait directement de l'Empire ottoman. Et donc, on a élargi le Liban, les 80% sont devenus 50%, et j'en parle dans le livre, une des questions qu'on s'est posées, que les gens se sont posées à l'époque, c'est mais pourquoi les chrétiens ont voulu faire ça? Pourquoi ce Liban a été créé alors que de 80%, les chrétiens sont devenus 50%? Et je crois qu'il y a beaucoup d'explications à cela. Une des explications, c'est probablement que les chrétiens qui étaient amis de la France pensaient que la France resterait là pendant très très longtemps. Ouais, la France qui était la mer douce, la mer, M-E-R-E, oui, absolument, la mer nourricière. Oui. Ils disaient, tant qu'à faire, nous avons échangé... À l'époque, ils pensaient que la France serait l'alliée privilégiée et permanente. Ils pensaient probablement pas qu'elle partirait 20 ans plus tard. Ouais, ils s'étaient dit, on a eu 400 ans d'empire turc, si on a un empire français pendant aussi longtemps, ça ira. Peu importe les frontières... Donc c'est une des explications, il y en a certainement d'autres. Bien sûr. Et alors justement, ce qui est intéressant, c'est que vous montrez très 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 vite que à la fois, et c'est pour ça qu'il n'y a pas, et c'est vrai qu'il faut le rappeler, il n'y a jamais eu de dictateur, parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui a dit, bon, vraiment, et c'est une exception absolue dans les pays arabes, enfin, on regarde dans le Moyen-Orient, et avec toutes les difficultés et tout ça. Mais est-ce que dès le départ aussi, il y a eu ce qu'on appellerait des guerres par procuration. Ça veut dire qu'on a l'impression que les puissances, qu'elles soient moyennes ou grandes, se sont dit c'est formidable, on va utiliser le Liban. Ils se sont pas dit comme ça, bien sûr. On va utiliser le Liban comme terrain de guerre pour aller prendre des positions de force, etc. Absolument. Ça a été ça, dès le départ. Absolument. Même les Turcs, dès le départ. Vous savez, l'Empire ottoman, c'était une fédération. Et donc les Turcs, quand ils ont commencé à sentir que ils perdaient pied, ils ont utilisé une communauté contre l'autre. Puis après, les Français et les Anglais sont arrivés, alors chacun avait ses alliés. C'était la guerre, même les Russes d'ailleurs. Donc les Russes utilisaient, étaient proches des chrétiens orthodoxes, les Anglais étaient proches des Druzes, les Français étaient proches des chrétiens maronites, puis tout le monde parlait un peu avec tout le monde. Mais ces rivalités, il y avait des communautés sur le terrain qui relayaient ces rivalités. Donc c'était des guerres par procuration dès le 19e siècle. C'est ça, c'est extraordinaire, et presque chaque communauté représentait presque un pays ou une partie d'un pays. Absolument. C'est ça qui est étonnant. Et même, il y a des récits qui vous relatent ça. Si quelqu'un frappait quelqu'un à Beyrouth, on en parlait dans les chancelleries à Paris et à Londres, tellement il y avait une proximité avec ce qui se passait. Et alors, comment ça se fait? Dites-moi, on le sait, on a beaucoup parlé à l'époque, on s'en énorgueillissait, d'ailleurs, on était fiers de ça, les 17 communautés. C'est ça. C'est quand même hallucinant. Il y a des communautés chrétiennes orthodoxes, maronites, catholiques, assyriens, etc., etc. Les musulmans sunnites, les druzes et puis beaucoup d'autres. Et est-ce que dès le départ, c'est consubstantiel au Liban, ça?
Ces rassemblements de communautés, quand même, c'est arrivé quand? C'est une question très intéressante, en fait. C'est consubstantiel à l'Empire ottoman. Et même avant, on pourrait dire c'est consubstantiel aux empires islamiques. C'est-à-dire que c'est dès le début de l'islam politique, il y a un livre d'Edmond Rabat, qui est un grand historien libanais, qui en parle. Dès le début de l'islam politique, il y a la communauté des croyants, et puis les autres communautés, les gens du livre, hein, les chrétiens et les juifs, qui sont cités dans le Coran, qui sont identifiés comme communautés, et qui dès ce moment-là prennent une identité politique. En fait, c'est un sens politique. Et les Ottomans, ils vont magnifier ce concept-là, parce que vous savez, les Turcs, dans leur empire, ils sont une minorité, dans de l'immense empire ottoman. Et donc, comment ils font? Ils vont diviser pour régner, comme font tous les empires. Classique. Et donc, ils vont dire, voilà, les chrétiens, les catholiques, les orthodoxes, les arméniens, chacun est identifié de manière différente, et chacun a des droits et s'autogouverne un peu de lui-même. Et donc, à partir de là, c'est une fédération sur base religieuse. Et on a même dit du Liban que c'était le dernier État ottoman de la région. Parce qu'en fait, ce système libanais... C'est cette mosaïque théocratique, un peu. C'est exactement ça. C'est ça. C'est-à-dire avec des communautés, effectivement, vous parlez des Arméniens. Et c'était étonnant, je dis ça parce que c'est... juste avant la pause, je voulais dire, c'était très frappant. Moi, je parle de ma jeunesse dans les années 60-70, en tout cas avant. C'est que quand il y avait Noël, vous aviez juifs, chrétiens et musulmans qui allaient à la messe de minuit. Quand il y avait la rupture du jeûne du Ramadan, les mêmes juifs, chrétiens et musulmans allaient faire l'iftar. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de... je ne dirais pas de commune de fraternité, mais il y avait quelque chose qui se faisait ensemble. Et puis à un moment donné, tout ça s'est séparé, a explosé. On va en parler juste après cette petite pause. Liban, état de survie aux éditions Max Mulot. Il faut le lire. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Le Liban, ce petit pays, mais qui est grand et qui est grand par beaucoup de choses, par sa culture, par tout ce qui est sorti de ce pays, par cette espèce d'amour, notamment de la France, et cette espèce de vision du monde. Vous savez, ça c'est clair. Moi, je me rappellerai toujours que quand on est dans le Golfe, les conseillers commerciaux étaient tous des Libanais. C'est très clair. La Phénicien oblige. Mais je voudrais continuer dans cette espèce d'évolution qui a conduit quand même, il faut le dire. Pourquoi tous ces signes positifs, au fur et à mesure, ça s'est pas passé en un jour, sont devenus des signes négatifs? Et ça a commencé en 58 d'ailleurs, mais je voudrais comment. Pourquoi cette espèce de répartition communautaire qui faisait que ça marchait avec les non-dits aussi, mais enfin ça marchait, et qu'à un moment donné ces signes positifs parce qu'en France on parle beaucoup du vivre ensemble, on dit vivre ensemble formidable, et les gens disaient attention, mais regardez ce qui est arrivé au Liban, la libanisation de la France c'est un gros danger. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces signes positifs sont devenus négatifs? Je crois qu'il y a deux choses parallèles. D'un côté, le Liban a une fragilité intrinsèque. Cette diversité fait qu'il faut tout le temps rechercher le compromis en interne, et c'est très difficile. Oui. Donc à un moment donné, le Liban, il a un peu perdu sa boussole interne, malheureusement. Et ça s'est fait en parallèle avec la montée des tensions au Proche-Orient, au Proche et Moyen-Orient. Donc, c'est-à-dire, par exemple, donnez des exemples, par exemple. On cite toujours la guerre de 67 comme étant un point de bascule. La guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours. Pourquoi? Parce qu'avant la guerre des 6 jours, il y avait quelque chose qui ressemblait sans refaire toute l'histoire bien sûr, mais à un système d'État arabe. Il y avait après 58, il y avait les États-Unis qui étaient intervenus au Liban. Il y avait un accord avec Nasser pour stabiliser le Liban. Ça avait donné le régime du président Chehab qu'on cite souvent. Donc c'était l'âge d'or du Liban. Et donc il y avait une sorte de stabilisation régionale et de protection de ce petit Liban. Oui. Et après la guerre des 6 jours, ce qui se passe, il faut le dire, c'est la montée en puissance de l'OLP.
l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat, c'est exactement. Ça, ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'OLP cherche à acquérir une forme d'autonomie, à se hisser à l'égal des autres États arabes, et puis à trouver un terrain une base militaire, sécuritaire, politique, à partir de laquelle mener son propre combat. Elle va essayer de faire ça en Jordanie en 1970, ça va pas marcher, ce sera Septembre Noir, Hussein de Jordanie, les massacres. Enfin, voilà, c'est vrai. Ils sont expulsés de Jordanie. Eh bien, tous les autres pays arabes leur ferment la porte. La Syrie, l'Égypte, enfin on pourrait en parler. Et voilà, il y a le Liban qui est le pays fragile, la variable fragile de cette équation arabe. Et voilà, les Palestiniens vont arriver au Liban. Le maillon faible, on peut le dire. Le maillon faible. Et voilà, donc ce Liban qui avait déjà bien du mal à se dépêtrer de ses propres problèmes. Alors vous ajoutez le facteur palestinien, sans préjuger des revendications de la cause des Palestiniens eux-mêmes à l'époque. Il se fait qu'ils vont trouver au Liban un terrain privilégié pour mener leur combat, et ça va déstabiliser complètement le Liban. Et ça va donner... D'ailleurs, les Palestiniens seront les acteurs principaux, les acteurs non libanais principaux de la guerre libanaise, en tout cas dans sa première phase, en 75, 76, jusqu'en 82 d'ailleurs. Ouais. Et voilà. Et à partir de là... C'est là où a déclenché de ce qu'on a appelé la guerre civile au Liban. Est-ce qu'elle était une guerre civile ou pas, en fait? Avec le recul, maintenant, ça a duré quand même 15-17 ans, ça a entraîné des centaines de milliers de morts. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? C'était des guerres multiples, imbriquées les unes dans les autres. Il y a une expression de Ghassan Toueni, je crois, qui est les guerres gigognes. Ghassan Toueni, qui est un célèbre éditorialiste libanais. Vous avez une guerre civile parce que vous avez des communautés qui se déchirent. Et puis vous avez des guerres entre Libanais et non-Libanais. Et puis vous avez des guerres entre non-libanais et non-libanais, entre étrangers sur le sol libanais, des guerres par procuration, l'une après l'autre. Les Syriens vont intervenir après les Palestiniens, puis les Iraniens vont intervenir, les Israéliens vont entrer en 82, vont en ressortir très rapidement de la majorité du Liban, et en 2000 ils vont évacuer totalement le Liban. Ça n'empêchera pas les Iraniens d'y rester. Voyez, et puis après... Par Hezbollah interposé, notamment. Le Hezbollah qui va monter en puissance après 2000, donc après le retrait israélien, le Hezbollah monte de plus en plus en puissance, et après 2008 devient l'acteur principal, mais pas le seul. Il n'a jamais eu le monopole, mais il va devenir un acteur essentiel du jeu jusqu'en 2023, quand le Hezbollah va avoir la mauvaise idée après ce qui se passe à Gaza, après les actions du Hamas, le Hezbollah va avoir la mauvaise idée d'impliquer le Liban là-dedans. Et on a vu comment ça s'est terminé. Quelques mois plus tard. Depuis octobre 2023, là. Enfin, tout ce qui se passe maintenant. Exactement. Exactement. Octobre 2023, le Hezbollah se porte solidaire de la situation à Gaza. Septembre 2024, eh bien, il y a une guerre entre le Hezbollah et Israël, et le Hezbollah est défait militairement. Et depuis lors, il essaye de se trouver une place sur l'échiquier libanais. Et nous sommes dans ce jeu-là aujourd'hui. Et la question, c'est que va-t-il se passer? Est-ce que le Hezbollah va rendre ses armes? Est-ce qu'il y aura d'autres opérations militaires, ou bien est-ce qu'il y aura plutôt un jeu politique qui va affaiblir le Hezbollah petit à petit, parce qu'il y a des élections. Il y a des élections législatives l'an prochain, et le Hezbollah n'est pas en très bonne posture. Mais en même temps, il essaye de surnager. Donc, le jeu libanais reste dans toute sa complexité aujourd'hui. Et en fait, on oscille entre la peur que les hostilités reprennent, avec les massacres, les faillites, enfin tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, vous parlez de 2019 et de l'effondrement économique, et puis l'explosion du port de Beyrouth en 2020, etc. Vous racontez cela dans le livre, mais on peut se demander justement, est-ce que ça va être une négociation? Est-ce que the art of the deal va s'appliquer au Liban et dans cette zone du Proche-Orient ou pas? Et ça, on va en parler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite, et je rappelle, si vous voulez poser des questions à votre posez le Liban, 0826 300 300, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et
Le Liban, état de survie, mais il vit encore, il respire encore. Fouad Hello, ce livre qui vient de paraître aux éditions Max Milo. On va essayer de parler de ça. Je voudrais qu'on parle d'un événement d'actualité quand même qui nous occupe aujourd'hui en France. C'est que le président de la République, Emmanuel Macron, reçoit aujourd'hui, en ce moment d'ailleurs, ou dans une heure, Ahmed Shara, plus connu sous le nom de El Joulani, qui est l'homme fort de la Syrie, qui a pris le pouvoir depuis novembre dernier, et qui, en renversant le régime de Bachar el-Assad. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça dit? Parce que il y a une très grosse discussion en disant, mais enfin, El Joulani, que vous recevez, il y a eu beaucoup de, vous recevez quelqu'un qui a été Al-Qaïda ou Al-Nosra, enfin un djihadiste pur et dur, qui dit maintenant, bon, il porte costume cravate, il est modéré. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre réaction, votre sentiment là-dessus? Je pense que l'enjeu réel, c'est vraiment l'unité de la Syrie. C'est de garder, en tout cas, d'empêcher que la Syrie explose. La Syrie pourrait exploser. Ouais. Elle pourrait, parce que, vous savez, vous avez toute la problématique des minorités d'abord. Vous avez les Druzes au sud qui ont un gros problème avec M. El-Shara aujourd'hui. On le sait tous, c'est dans les nouvelles. Il y a les Kurdes au nord-est, et puis il y a les Alaouites eux-mêmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en miroir d'un grand problème turc. Parce qu'en Turquie, vous avez 15 millions de Kurdes et 10 millions d'Alaouites, qu'ils appellent Alevis. En Turquie, et qui sont peuple notamment tout le sud de la Turquie. Donc, si jamais la Syrie a explosé, que vous aviez des États kurdes et alaouites et autres qui étaient créés, ça enverrait un signal pour la Turquie extrêmement dangereux. Et donc la Turquie ne pourrait pas accepter ça, et idem pour l'Iran. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même les sunnites arabes syriens eux-mêmes ne forment pas un bloc homogène et uni. Vous avez les gens de Damas, puis vous avez les gens de Homs et de Hama et d'Alep, et par exemple les frères musulmans, ceux qui connaissent le savent, étaient bien mieux implantés au nord de la Syrie, dans la région de Homs, Hama et Alep, qu'à Damas, qui a une autre tradition politique. Donc la Syrie est un pays extrêmement divers et qui a tout le potentiel pour exploser. Mais en réalité, l'enjeu, je crois, c'est justement de faire en sorte que ça ne se produise pas et d'aller au mieux ou au pire vers une forme de fédéralisme à l'irakienne en Syrie. Quelque chose qui permette de garder le pays dans ses frontières, pour empêcher qu'une explosion en Syrie provoque une contagion à l'Irak, au Liban, justement, et à d'autres pays, Turquie, Iran, auquel cas c'est toute la région qui exploserait avec des conséquences. Bon, ça deviendrait ingérable. Et très sincèrement, là-dessus, faut être le géopolitologue que vous êtes, est-ce que la France garde, on parlait du Liban, mais il n'y a pas que le Liban, la Syrie était sous mandat français, comme on le sait également, à l'époque. Est-ce que la France, Macron reçoit Joulani, Ahmed El-Shara, est-ce que la France garde, quand on connaît ce qui se passe, les choses étant ce qu'elles sont, on est en 2025, par rapport à la Russie, les États-Unis, l'Inde, la Chine et tout le reste. Mais restons là-dessus. Est-ce que la France, en recevant par exemple El Joulani, garde une persuasion, un segment de persuasion nécessaire, ou c'est de la communication? Non, je pense que la France joue un rôle qui est... La France parle à tout le monde. C'est ça un peu sa force. Les États-Unis, si vous voulez, les États-Unis, c'est le gros bâton. Les États-Unis, c'est la force militaire, c'est eux qui font basculer le jeu, surtout quand ils viennent en appui à Israël. Et effectivement, ils font basculer les choses dans la région. Et soit dit en passant, l'équilibre qu'on voyait depuis une quinzaine d'années dans la région, après les printemps arabes, c'était que vous aviez les États arabes, puis tous les États arabes se sont effondrés suite au printemps arabe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu l'émergence de trois puissances, la Turquie, l'Iran et Israël, les trois puissances non arabes. Et ce qui vient de se passer maintenant, très schématiquement, depuis l'épisode de Gaza, suivi de celui du Liban, du Yémen, de la Syrie, c'est que l'Iran, qui avait beaucoup avancé, là, il a reculé fortement. Et qui reste en lice au Liban et en Syrie essentiellement, c'est Israël et la Turquie. Et les deux ont des intérêts à faire valoir, et la question, c'est comment trouver un équilibre entre eux.
et en même temps sans que l'Iran essaie de revenir. Donc il y a un puzzle régional, mais la clé de ce puzzle, c'est de faire en sorte que la Syrie n'explose pas. Ouais. Alors, les Français, ils parlent à tout le monde. Par exemple, le deal qui a été fait entre les Kurdes et Jolani il y a 1 mois et demi, c'était entre autres par l'intermédiaire des Français. Oui. Voyez, donc, mais ça n'a pas tenu apparemment. Enfin, on verra ce qui va se passer là. Enfin, pour l'instant, les Kurdes, ça reste tranquille, c'est du côté des Druzes que c'est un peu plus problématique, effectivement. Mais je dirais alors, le rôle de la France, on peut pas le distinguer entièrement de celui de l'Amérique, des États-Unis. Il faut que ça avance en tandem pour que ça ait un bon résultat. Mais là où l'Amérique fait un peu du point sur la table, la France, elle vient ensuite et puis elle peut créer les deals, comme vous dites justement. Elle peut faciliter les choses et faire en sorte que ces pays qui sont en fait très très fragiles, qui tiennent à peu de choses, et bien ce peu de choses, il faut le garder, et ça veut dire du dialogue, et les Français donc sont vous bons êtes dans pour ça. Vous êtes pour le dialogue, vous êtes pour effectivement qu'entre la Syrie, quel que soit effectivement le pouvoir en place et la France, il vaut mieux avoir un dialogue que pas du tout. Il vaut mieux avoir comme on dit en anglais, the devil that you know. Il vaut mieux avoir quelqu'un... Le diable que je connais, le monstre que je ne connais pas. Voilà, parce que si monsieur Jolani El-Shara quitte le pouvoir, la question ce sera dans quelles conditions. Et si ça provoque l'effondrement de l'État syrien, ce n'est certainement pas une bonne nouvelle. Bien sûr. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous parlez, d'ailleurs, vous avez commencé votre livre, et c'est très intéressant, par l'état des lieux présents. Vous commencez votre livre par ça, effectivement, et vous mettez les enjeux qu'on voit très bien. Et je voudrais avoir justement, avec l'expérience que vous avez, le regard que vous avez, vous savez que certains politiques ici parlent, pour le déplorer, de la libanisation de la France, et disant la France quand même connaît une espèce de mosaïque de communautés. En tout cas, c'est évidemment pas le même passé, comparaison n'est pas raison. Il ne s'agit pas du tout de faire des similitudes. Mais le problème, c'est qu'il y a un communautarisme ou des communautarismes qui sont installés en France, qui sont là, pour les bonnes raisons ou pour les moins bonnes raisons. Il ne s'agit pas de faire un jugement là. Mais et certains disent en évoquant, mais voyez, regardez ce qui s'est passé au Liban, et ça peut se passer en France. Est-ce que vous pensez que cette métaphore, cette image tient, s'agissant, vous connaissez très bien la France aussi, ou pas? Ou est-ce qu'il y a des leçons à retenir? Il y a certainement des leçons à retenir. Vous savez, du point de vue du Liban et d'un Libanais, la France apparaît, même aujourd'hui, même avec tous ses problèmes, comme un Eldorado, si vous voulez. C'est un pays qui a quand même des atouts extrêmement solides, un État extrêmement puissant, et puis il y a une majorité en France, parce qu'il faut bien le dire les choses comme elles sont, il y a une majorité en France, malgré le communautarisme, qui relève de la même logique, donc qui relève de la même croyance en la République française et la en laïcité, etc. La laïcité. Ouais, alors il y a des gens même qui en poussent un peu le trait, qui forcissent le trait en disant, ils parlent de la religion laïque, en disant voilà, mais je crois qu'il y a quand même des principes qui sont solidement ancrés en France. Après, il y a des crises politiques, oui, il y a de l'instabilité potentielle, mais c'est pas la première fois que la France connaît ça, hein. Si on regarde toute la Troisième République, c'était un peu la même chose aussi. Ça n'a pas empêché la France d'exister. Personnellement, moi, j'y crois. Je crois fortement, et je ne pense pas que c'est ce type de problème-là communautaire qui pourrait remettre en question le socle français. Vous ne pensez pas que c'est le problème numéro un? Non. C'est intéressant, venant d'un Libanais, enfin, vous regardez cela. En revanche, pour revenir au Liban, le communautarisme aujourd'hui reste, alors que ça a été une espèce de preuve de fraternité il y a 50 ans, peut redevenir une poudrière et reste une poudrière, je dirais. Il le reste. Il le reste, c'est ça. Il le reste. Nous sommes dans un équilibre instable, c'est pourquoi état de survie, parce que malgré tous les atouts dont le Liban dispose, les Libanais en fait sont, à titre individuel,
qu'ils soient au Liban ou qu'ils émigrent dans le monde, ils arrivent à s'en tirer. Mais c'est un peu le mal du bien. Les Libanais arrivent à s'en tirer parce qu'ils ont le réflexe de survie eux-mêmes, individuel. Ils se battent à titre individuel en permanence. Ils partent du Liban avec ces réflexes-là et c'est un peu ce qui leur permet de retomber sur leurs pieds à l'étranger. Mais ça... Ils s'adaptent partout. C'est ça. Mais ça fait leur malheur dans leur propre pays parce que collectivement, ils n'y arrivent pas forcément. Ouais. Donc, alors, nous avons une diaspora immense. Cette diaspora peut très facilement remettre le Liban ou aider à remettre le Liban sur pied. Il suffirait de rien. Le Liban, c'est grand comme la région parisienne. Oui. C'est 2 départements, mais enfin le français, quoi. Absolument. Il suffirait de rien, d'un petit changement, voilà, et puis que les pays du Golfe changent un peu leur attitude, que les Libanais reviennent, et ça repartirait. Pour combien de temps? Telle est la question, effectivement. Mais voilà, c'est un peu notre destin. Mais vous pensez pas, justement, aujourd'hui, pour poser la question brute de décoffrage, vous pensez pas aujourd'hui que beaucoup de Libanais sont partis et ne reviendront pas de sitôt en se disant malgré tout c'est plus possible, oui on peut pas, on en connaît tous qu'ils soient ici en France, aux États-Unis, voire en Amérique du Sud ou au Canada ou ailleurs, enfin bien sûr. Est-ce que ce sentiment n'est pas aujourd'hui, même si on ne dit pas tout est foutu, mais est-ce qu'il n'est pas assez ancré dans une grosse partie quand même des Libanais? Je pense personnellement que ce qui ramènerait les Libanais, c'est une vraie paix régionale. Si les choses vraiment... si le chaos proche-oriental cesse d'être un chaos et devient autre chose, alors là, ils reviendront. Une bonne partie d'entre eux reviendra parce qu'ils vont trouver au Liban... un peu la même chose au plan économique qu'ils trouvent ailleurs, mais en plus une proximité culturelle, pourquoi pas. Sinon, si l'instabilité demeure, mais un point d'interrogation, effectivement, parce que qui peut endosser l'habit de résistant éternellement? Et à un moment où il faut arrêter et vivre normalement. Quoi, et on se dit, oui, et à quel prix et à quel titre, c'est vrai. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous en parlez aussi dans votre livre, Faut être libre. On se dit, au fond... et c'est ça, c'est cet instinct de survie, justement, est très différent. Et c'est ça qui est intéressant chez Liban, qui a ce côté, c'est vrai, joie de vivre, que j'ai connu, moi, il y a quelques décennies, mais il est toujours là. Je parle juste 3 secondes d'expérience personnelle. Je retourne très, très souvent au Liban, voir des amis, etc. Et je remarque qu'avec tout ça, dans ce drame quand même terrifiant, il y a une volonté de vivre et aller, je dirais, presque de s'autocritiquer, de se fiche de soi-même, malgré tout. En disant, et ça va durer peut-être une semaine, ça peut peut-être exploser la semaine prochaine, mais en attendant, vivons. C'est quand même quelque chose, je traduis ça pour nos auditeurs. Souvent on se plaint, on dit voilà, la France c'est foutu, ça va plus, on a et nous-mêmes, je veux dire, ce gouvernement, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. Mais quand je vois des gens qui ont envie de vivre, mais attendez, peut-être ça va durer un mois, mais pendant ce mois-là, je vais m'éclater à ma manière. C'est quand même très caractéristique de ce petit pays. Ouais, état de survie psychologique quelque part. Oui, absolument, absolument. Dans qui vivent au jour le jour. En même temps, mais je fais aussi un petit bémol, enfin une petite passe personnelle. La France, pour les Libanais, c'est quand même... Vous savez, moi, je travaille à Lorient le Jour, que vous connaissez. Oui. 50% de notre audience est en France. Ah ouais. 50% de notre audience numérique, qui est devenue notre audience majeure, je dirais. Bien sûr. Voilà, 50% de notre audience... Vous dirigez Lorient le Jour aujourd'hui. Voilà, je dirige Lorient le Jour, exactement. Ouais. Et 50% de notre audience est en France. La France reste pour les Libanais un phare dans la nuit, je dirais. Voilà. Mais très sincèrement, aujourd'hui, on parle beaucoup plus anglais que français au Liban. Non ? Franchement. Moi, je dirais moitié-moitié. Tout le monde parle anglais, plus ou moins tout, enfin, parle baragouine. Tout le monde baragouine l'anglais. Et parle un peu mieux le français. Pas tout le monde, mais ceux qui le parlent un peu mieux que l'anglais, je dirais de façon générale. Donc, oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, que 50% de votre audience numérique est en France, quoi. Oui. C'est quand même un signe, oui, tout à fait. C'est un signe très fort pour nous.
Et je crois que les Libanais gardent espoir malgré tout, gardent confiance dans le futur. Et encore une fois, il suffirait de rien pour que ça reparte. C'est un peu ça la caractéristique de ce pays. C'est un peu la surprise. C'est pourquoi encore une fois, je commence le livre en disant que le Liban a été décrit comme l'État failli le plus réussi du XXIe siècle. Oui. Ce qui est une ironie absolue, mais c'est un État failli dans tous les, qu'il a été dans tous les sens du terme jusqu'à récemment, qui essaie de se redresser maintenant, mais en même temps, il se bat et les Libanais se battent, et voilà. On va en parler, on va continuer d'en parler, mais on va étendre ça à l'international. Là, on va faire un peu des jeux politiques, un peu mondial. Faut être réaliste, mais voilà, le Liban, ce n'est pas encore la faillite, nous voici, comme disait. Petit jeu de mots, petit jeu de mots. À tout de suite, restez avec nous, 0826 300 300. On vous attend. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où, là au moins, on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Toujours avec Fouad Hello et le Liban, état de survie, eh bien on va essayer un peu quand même d'élargir aussi le spectre, le paysage, pour parler un peu de ce qui se passe. Alors justement, mais on va rester au Moyen-Orient. Quand, par exemple, ça m'intéresse, le Libanais que vous êtes entend Donald Trump dire que, écoutez, Gaza, on va peut-être remettre les habitants un peu partout, ils seront mieux que chez eux, et on va faire de Gaza la Californie. Parce qu'il l'a carrément dit. Bon, même s'il l'a dit comme une espèce de plaisanterie, il est quand même président des États-Unis, on dit pas ça. Quand il dit aussi, mais je vais quand même parler avec l'Iran, mais il faut parler parce qu'il dit ça, alors on va voir. Puis il dit, attention, s'ils exagèrent, on va bombarder. Après, je vais voir les Houthis, je leur dis les Houthis au Yémen, on va vous détruire le fameux port de Hodeïda, mais si vous arrêtez vraiment, on va... Cette espèce de diplomatie, de la négociation, je dirais quasi immobilière, qui était son premier métier, ce qu'il dit avec Poutine, quand on entend tout cela, quel sentiment ça vous inspire? Est-ce qu'on est rentré, je dirais, dans une ère nouvelle, avec l'ère des empires et non pas d'un empire, l'ère des plaques tectoniques qui bougent, l'ère de, effectivement, c'est en train de se passer et les règles du jeu sont en train de changer? Je crois que le Moyen-Orient est un peu le paroxysme de ce qui se passe dans le monde. Où effectivement on a les rivalités internationales qui auparavant c'était un peu à fleur et moucheté, en tout cas depuis la chute de l'Union soviétique. Là on a un retour de bâton avec un discours de plus en plus fort de la part des États-Unis. Je ne pense pas personnellement que, contrairement à d'autres, je ne pense pas que nous sommes dans l'ère de l'affaiblissement de l'Amérique, parce que souvent ce que les gens font, c'est qu'ils comparent la Chine dans ses frontières et l'Amérique, les États-Unis dans leurs frontières. Or, les États-Unis sont sortis de leurs frontières en 1945. Ce qu'il faut regarder, c'est... Alors, les Américains, ils ont une expression, ils appellent ça « the American Empire ». Donc, ils parlent de l'Empire sans s'en cacher. Alors, en Europe, on a une autre approche, mais le réseau d'alliances américains, économiques, militaires, sécuritaires, politiques, est beaucoup plus... à mon sens, beaucoup plus imposant qu'il n'y paraît. Donc c'est pas demain la veille que les choses vont basculer aussi rapidement. Par contre, au Moyen-Orient, clairement, on change d'époque. On voit bien que ce qui se passe depuis 2 ans, c'est le repli des Iraniens accéléré. Et alors spectaculaire. Spectaculaire. Et il y a un projet qui est potentiellement possible, ou en tout cas qui est sur la table, c'est le rapprochement entre Israël et le Golfe arabe. Et la continuité de l'Europe jusqu'à l'Inde à travers... Et pourquoi on en parle? Parce qu'il y avait un autre projet qui était le projet des routes de la soie. Oui, bien sûr. Qui était d'aller de Chine jusqu'en Europe par voie de terre. Sauf que ce projet des routes de la soie, il a été interrompu brutalement depuis 2-3 ans, en deux endroits de la carte, que tout le monde connaît très bien. Le premier endroit, c'est l'Ukraine, parce que la guerre en Ukraine, ce qu'il faut voir, c'est, mis à part
les conséquences sur l'Ukraine elle-même, la guerre en Ukraine a instauré une frontière en plein milieu de l'Asie. Et aujourd'hui, il y a une frontière entre l'Ukraine et la Russie, qui est en fait une frontière entre la Russie et l'Europe. Et donc, les routes de la soie chinoises, elles ne peuvent plus passer par là. Ouais. Et le deuxième tracé des routes de la soie, c'était par l'Iran. Sauf qu'avec d'abord ce qui se passe maintenant au Proche-Orient, et ensuite avec la guerre en Arménie, qui a fait que la liaison entre la Turquie et l'Azerbaïdjan et aujourd'hui existe par voie de terre. Elle a été créée par la force à travers cette guerre arméno-azérie. Le deuxième axe des routes de la soie par cet endroit-là est coupé, et donc les Chinois se retrouvent effectivement devant l'échec potentiel de ce projet-là. Par ailleurs, ce qu'on voit au niveau de la guerre tarifaire, alors il y a beaucoup d'interprétations et chacun aura la sienne, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un potentiel encerclement de la Chine. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que les alliés des États-Unis vont faire, qu'est-ce que l'Europe va faire. On sait que les partenaires commerciaux de la Chine et des États-Unis, particulièrement l'Europe, particulièrement l'Asie du Sud-Est, ils ne veulent pas être inondés par les produits chinois. C'est-à-dire ces produits chinois qui ne vont plus aller en Amérique, ils ne vont pas aller ailleurs non plus parce que c'est parce que les Chinois espèrent que ça va aller en Europe. Exactement. Donc s'il y a les frontières se ferment un peu à cette noria de produits chinois qui résulte, il faut quand même le dire, c'est un dumping de l'État chinois, c'est un soutien financier absolu. Donc si ça se passe, ça peut rebattre les cartes entre les routes de la soie qui ne sont plus d'actualité et cette espèce de frein à l'expansionnisme commercial et économique chinois. Ça peut peut-être expliquer un peu ce qui se passe et l'attitude, je dirais, au-delà de la caricature, l'attitude de Donald Trump et des États-Unis aujourd'hui, qu'est-ce qu'au-delà de la caricature, on peut conclure de réel sur ce qui se passe vraiment. En fait, ils sont aussi en position de force, contrairement à ce qu'on dit. Absolument. La plupart des gens, et on est bien d'accord. Et sur le Moyen-Orient, ça rebat les cartes. Sur le Moyen-Orient... vous avez parlé de la faiblesse de l'Iran, de l'affaiblissement d'Iran. Par ailleurs, le reste... Il reste la Turquie et Israël. Voilà, ce sont les deux acteurs qui restent. Et puis il y a les pays arabes autour qui hésitent, qui regardent qu'est-ce qui va se passer. C'est la réalité des choses. Alors, la Turquie a essayé d'avancer ses pions en Syrie. À travers M. Jolani, mais pas vraiment lui, à travers d'autres acteurs que M. Jolani, qui sont des acteurs directs, des pions directs de la Turquie en Syrie, qui relèvent de la mouvance qui a pris le pouvoir, qui a fait chuter Assad, et que Jolani ne contrôle pas d'ailleurs forcément. Oui, complètement, bien sûr. Et ça a échoué. Israël a bombardé les Turcs et les alliés des Turcs et a fait en sorte que cet expansionnisme turc en Syrie ne soit pas possible. Donc maintenant, quelle est la phase d'après ? La phase d'après, c'est de regarder, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Vous savez, Jolani l'a dit, enfin, c'est un congressman, donc un député américain, un membre du Congrès, qui l'a relayé à la presse mondiale. Il a dit, j'ai parlé à Ahmed al-Shara et il m'a dit qu'il est prêt à la normalisation avec Israël. C'était dans les médias. Okay. Ahmed al-Shara n'a pas commenté. Donc, la question c'est, est-ce que à partir de là, la région va aller vers une paix et dans quelles conditions ? Alors il y a des chantiers avant ça. En fait, le pari de la paix, évidemment, va être semé d'embûches. Absolument. Mais il n'est pas, et c'est quand même intéressant à rappeler, en fin d'émission, il n'est pas impossible du tout. C'est une option possible. Pas du tout, d'ailleurs. Il y a ce qu'on appelle l'initiative de paix arabe, qui date de 2002, qui avait été faite lors du sommet à Beyrouth, qui posait des conditions, mais qui disait, si ça est réalisable, on va avancer vers la paix. Donc là, effectivement, il y a un énorme chantier palestinien, israélo-palestinien, qui a réglé. Alors, c'est pas le problème du Liban. Non. Encore une fois, à mon opinion, c'est pas le problème du Liban de régler ce chantier-là. Mais est-ce que c'est un problème collectif ? Est-ce que les États-Unis, la communauté internationale devrait aider à ça ? Je pense que oui, mais c'est un autre débat. Et ce sera, je suis sûr, un autre livre de Fouad Hello, aux éditions Max Milo, bien sûr, le grand spécialiste du Moyen-Orient et de l'Ukraine. Merci beaucoup. Merci. À vous. Sud Radio, Berkov dans tous ses états.